Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour cette petite vidéo de formation économie où on va voir les entreprises les plus rentables et ce que cela représente au niveau géopolitique. Il est 17h20. J'ai fait 2 fois mieux que prévu que mes objectifs journaliers sur mon trading, donc j'en profite pour faire cette petite vidéo. Ça me permet de me détendre et de pas risquer de faire une connerie à la fermeture des marchés européens. N'oubliez pas, ce serait sympa de vous abonner à la chaîne pour recevoir justement les notifications quand il y a des vidéos un petit peu surprises. Et bien entendu de mettre des likes, ce serait vraiment très sympa. Alors, notre thème du jour, c'est les entreprises les plus rentables du monde et c'est Takapoto, un membre du forum, qui a mis cette infographie et j'ai envie de vous la commenter parce que je la trouve extrêmement intéressante. Alors, en 2019, là, on a donc 8 entreprises et ce sont celles qui ont réussi, qui ont réussi à faire les plus gros bénéfices nets, donc net, dans le monde en 2019 en milliards de dollars. Et rien qu'avec ça, on voit la géopolitique et les points forts à l'échelle mondiale. Première chose, première surprise peut-être, c'est Saudi Aramco qui a généré le plus de cash, le plus de bénéfices. Donc c'est la grande entreprise pétrolière d'Arabie Saoudite. Donc là, l'entreprise qui a gagné le plus de cash en 2019, c'est une entreprise qui est liée aux matières premières et notamment le pétrole. Intéressant parce que le cours du pétrole n'a pas explosé. On n'est pas du tout sur un baril de pétrole à 100-120 dollars. Donc on voit le potentiel qu'a cette entreprise. Dès que les cours du pétrole peuvent monter, ça peut être totalement hallucinant. J'insiste bien, c'est des bénéfices. Alors après, ils peuvent les redistribuer en dividendes, mais ils peuvent le garder aussi en trésor de guerre. Ça montre à la fois la santé de l'entreprise et ça montre aussi son potentiel pour s'imposer, pour écraser les autres. Parce que quand vous avez du cash, vous pouvez racheter vos concurrents. Quand vous avez du cash, vous pouvez faire des campagnes publicitaires massives. Ce n'est pas forcément parce que vous avez le meilleur produit que vous allez gagner le plus d'argent, que vous allez être le plus connu. Ça marche pas comme ça, là faut arrêter, c'est une illusion totale. Là où vous gagnez le plus d'argent, c'est quand vous êtes le plus connu et donc quand vous avez le plus d'argent pour faire des campagnes publicitaires. J'avais à une certaine époque un UMPC, c'était un micro PC ultra compact qui tenait dans la poche. C'était une véritable révolution. C'est une entreprise de Corée du Sud qui l'a fait, mais ils n'ont jamais eu assez de cash pour faire la publicité en Europe, aux États-Unis, trouver des distributeurs. Ils étaient en avance technologique sur tous les autres d'environ presque 10 ans et ils ont finalement fait faillite en ayant le produit du moment le plus innovant. Donc là, ce que je retiens, c'est que Saudi Aramco, le jour où le baril de pétrole est à 100 dollars, ils ont un trésor de guerre monumental et ils vont pouvoir faire ce qu'on appelle de la diffusion, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir racheter d'autres entreprises, d'autres concurrents ou carrément basculer vers d'autres secteurs parce qu'ils pourront faire un gros chèque et racheter par exemple des grosses parties d'une start-up prometteuse dans la Silicon Valley. Ils font le chèque, ils encaissent et ils pourront comme ça se développer. Deuxième entreprise la plus rentable du monde, c'est notre ami Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Et là, j'insiste bien, parce que regardez bien, dans le top 8 mondial, alors que tout le monde dit qu'en bourse, on ne gagne pas d'argent et tout, vous avez Berkshire Hathaway, vous avez JP Morgan Chase, et vous avez deux banques chinoises. Donc dans le top 8 mondial, on a 4 qui sont liés au domaine de la finance. On aurait pu penser voir du Facebook et tout ça, de partout, de l'Amazon, rien du tout. 2 banques chinoises, 2 très grosses banques chinoises. Et regardez, la banque américaine la plus dynamique, celle qui gagne le plus d'argent, n'a gagné entre guillemets que 36 milliards contre ICBC a gagné, banque chinoise, 45 milliards et China Construction Bank 38 milliards. Là, on voit qu'on a un début de basculement. Il y a 10 ans en arrière, dans le top 8, on n'aurait pas vu un Chinois. Il y a 5 ans en arrière, dans le top 8, on n'aurait pas vu une entreprise chinoise. Et là, vous en avez 2 qui arrivent et qui sont plus costauds que Microsoft ou que Alphabet. Alphabet, c'est Google. Alphabet, c'est la maison mère et qui a de multiples filiales, dont Google. Très beau résultat pour le secteur technologique avec Alphabet et Microsoft. Mais c'est tout. On voit les Américains qui sont bien positionnés dans le domaine
tout ce qui est Silicon Valley, sur ces trucs, sur cette infographie. Ils rendent du cash par milliard, par milliard, par milliard, trésor de guerre, quasiment indétrônable. On ne voit pas qui pourrait, par exemple, concurrencer Google avec tout l'argent que cela coûte d'avoir des data centers répartis dans le monde entier, etc., etc. Donc des positions qui sont quasiment indétrônables. Il faut jamais dire jamais. Hein. On disait la même chose de Kodak et puis une révolution numérique. Les appareils photo numériques, Kodak a pas vu la chose passer, alors que c'est quasiment eux qui l'ont inventé et ils ont complètement disparu. Peut-être qu'il y aura une nouvelle invention dans les moteurs de recherche pour nous donner l'information. Mais bon, dans ces cas-là, Google a suffisamment d'argent pour acheter le concurrent qui émerge et le fusionner avec eux. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc, leaders mondiaux, on voit les Américains. Ils sont bien implantés. Dans la technologie, c'est eux qui gagnent le plus de cash. Il n'y a pas de souci. Mais il y a cette apparition dans le domaine économique et dans le domaine des banques de la Chine qui écrase tout le monde. J'ose même pas regarder les résultats de BNP Paribas ou de la Société Générale. On n'en parle pas, hein, d'accord, on n'en parle pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que China Construction Bank, comme son nom l'indique, finance entre autres, mais essentiellement toutes les constructions qui peuvent être les buildings en Chine, etc. Ça, c'est intéressant de voir le poids de cette banque un peu orientée vers l'immobilier. ICBC, elle fait aussi de l'immobilier et du commercial. Si jamais il y a une bulle en Chine dans l'immobilier, elles peuvent prendre extrêmement cher. Et là, avec le poids de ces banques, avec les milliards de cash qu'elles gagnent, si on a une crise des subprimes, on va dire, à la chinoise, ou du moins un écroulement du marché immobilier chinois, ça peut faire très mal sur ces deux entreprises. Donc elles sont finalement très fortes, mais elles peuvent être un petit peu fragiles. Saudi Aramco peut être fragile par rapport au cours du pétrole. Bon, ils réussissent 88 milliards de dollars avec un cours du pétrole qui a été quasiment très très bas en 2019. Donc eux, ils ont un véritable potentiel parce que ça leur coûte exactement la même chose de sortir un baril de pétrole. Alors s'ils peuvent le vendre à 70, 80, 90 dollars le baril, c'est du 100% cash, 100% bénéfice pour eux par rapport à un baril de pétrole qui sorte à 30 dollars ou 40 dollars comme on a pu avoir il y a quelques années. Eux, ils ont un véritable potentiel. Si la demande de pétrole augmente, si les hydrocarbures augmentent, eux, en travaillant exactement pareil, en dépensant pareil, ça va être exponentiel leur marge bénéficiaire. Et puis vous avez Apple. Alors Apple, j'en parle parce que c'est un petit peu mon chouchou. J'ai des Apple de partout. Je suis entouré d'un iPad, d'un iMac, d'un iPhone. Et le MacBook Pro, il est un peu plus loin. Donc je suis très Apple. 55 milliards de cash de côté. Donc ça explique aussi pourquoi les prix des iPhones ça vaut un SMIC maintenant, 1200, 1300 euros un téléphone iPhone. C'est qu'ils ont d'énormes marges et donc ils peuvent mettre 55 milliards de côté. Ce qui est intéressant, c'est que qui peut rattraper Apple dans la recherche-développement. C'est ça qui fera la différence. Alphabet, 34 milliards. Microsoft, 39 milliards. Apple, 55 milliards de côté. Ils enfilent, c'est normal, à leurs actionnaires, aux travailleurs, aux employés, via des bonus et tout, mais ils ont un véritable potentiel de recherche-développement qui les permettra de se maintenir au top et toujours un petit peu en avance sur leurs concurrents. Pour vous donner un ordre d'idée, quand l'ensemble de l'Union européenne, de tous les pays se sont réunis pour essayer de faire un plan de relance lié au Covid, notamment en disant on va faire un plan de relance sur la recherche, ils ont réussi tant bien que mal à ramasser 10 milliards. Et encore, c'est des promesses, ils les ont pas. Tandis que là, les 55 milliards, Apple, ils les ont en cash dans la banque. Hein. C'est pas des promesses de peut-être ça viendra de la Belgique qui a dit qu'elle donnait tant, et puis finalement, on sait pas trop où ça va. Et c'est ce que nous montre aussi ce graphique, c'est la puissance de ces entreprises. Et là, on est presque dans la science-fiction, mais maintenant, on a des entreprises qui sont beaucoup plus puissantes que des États,
en termes financiers, en poids, sans avoir les contraintes des États. Parce que Microsoft, elle ne doit pas payer de RSA. Microsoft, il paye ses ingénieurs 100 000 $, mais ils n'entretiennent pas des routes, ils n'ont pas des forces militaires à entretenir, ils n'ont pas des fonctionnaires, des retraites à payer, etc. Donc c'est pour ça qu'on le voit de plus en plus, on a ce bras de fer entre des multinationales et des pays. On le voit, on a eu l'Union européenne qui a mis à l'amende Google, Alphabet, qui menace les grands groupes américains, notamment sur les GAFA, de payer des impôts supplémentaires. Ça, on n'avait pas ça il y a 20 ans. Pourquoi? Il s'est passé deux choses. Il s'est passé que les grands groupes complètement explosés, eux, ils sont totalement mondialisés. Quand Apple sort un produit, ils ne pensent pas juste à le vendre en France, en Europe. C'est direct le monde entier. Et il a la population mondiale en consommateur. Et si un jour il y a la population sur Mars, ils auront aussi la population sur Mars en consommateur. Donc on a vraiment l'émergence depuis à peu près des années 90, tout au début, les années 2000, de mastodontes énormes. On n'a jamais vu ça dans l'histoire économique. Des entreprises aussi puissantes, aussi mondialisées. Elles sont partout dans le monde. Et très spécialisées, parce que celles qui gagnent le plus d'argent, vous voyez, c'est le domaine high-tech, et c'est la finance, les matières premières par Saudi Aramco, et c'est tout. On n'a pas du L'Oréal, on n'a pas du luxe, et puis on n'a pas de la bouffe. Il y a 10 ans en arrière, on aurait eu, dans ce top 8, on aurait eu Coca-Cola. On n'a pas Coca-Cola. Donc on voit vraiment qu'il y a un renforcement des deux secteurs, finance et technologique, et ça pose problème aussi donc aux États, parce que les États, entre guillemets, s'affaiblissent. Ils ont de plus en plus de charges parce que la population, notamment en Europe, vieillit, donc plus de retraites à payer. Les gens vivent plus longtemps, ce qui est une bonne chose, mais du coup, ils coûtent beaucoup plus cher pour leur santé. Dans les années 80, c'est d'ailleurs pour ça que François Mitterrand avait augmenté l'âge de la retraite. Il était passé de 65 ans, descendu l'âge de la retraite, de 65 ans à 60 ans, parce qu'à cette époque-là, les ouvriers vivaient 61 ans. Voilà, donc ils avaient le bon goût en fait de profiter à peu près d'un an ou deux de leur retraite et de crever, et l'État les en remerciait. Bon, maintenant, retraite à, on va dire, 62 ans en moyenne, mais l'espérance de vie en bonne santé des hommes, c'est 78-80 ans. Donc maintenant, les gens vivent plus un an après la retraite, ils vivent 20 ans de plus. Voilà, c'est ça qui est incroyable. On donne un petit peu aux gens, ils en veulent encore plus. Bien sûr, c'est une blague, je préfère le dire, parce que sur Internet, mon humour est souvent mal perçu, ou pas compris, ou volontairement ça, je sais pas. Mais donc voilà, donc on a des grands groupes plus en plus puissants qui rendent du cash, et qui sont très bien, plutôt bien vus. Et puis on a des États qui s'affaiblissent de plus en plus, qui sont de plus en plus ruinés, et c'est pour ça que on a l'Union européenne qui tape sur les gros américains type Google pour leur coller des amendes, parce que ça fait rentrer du cash aussi, et que une amende de Google ou sur Apple, c'est quelques milliards qui rentrent, et ça permet aux États de redistribuer un petit peu à la population dans le meilleur des cas. Donc ça, on n'en est qu'au début. Parce que 2050, 2060, 2070, on peut avoir des entreprises qui peuvent dire, c'est un peu ce qui se passe quand l'Union européenne met à l'amende Google et compagnie. Ils disent un peu merde quand même. Ils disent ils payent, ils font appel, les amendes sont réduites, ils font jouer le temps, mais ils disent un petit peu merde aussi, parce que finalement, moi quand j'ai travaillé à l'époque, ça s'appelait Elf Aquitaine, maintenant c'est devenu Total. Il y a une chose qui m'avait extrêmement surpris, c'est que, alors j'étais dans la tour, le siège d'Elf et tout, c'est qu'on ne raisonnait absolument pas France. La France, ça représentait mais strictement rien. Et c'était, alors j'avais 22 ans, donc c'était il y a 25 ans en arrière, il y avait vraiment une stratégie mondiale. Alors j'ose même pas imaginer maintenant, dans les grands groupes, ce que représente, entre guillemets, la nationalité. Alors ils nous le mettent juste pour les pubs, pour pouvoir vendre en France des produits français, et puis ils font exactement la même pub en Italie en disant qu'ils produisent en Italie. Mais voilà, on a cette puissance, ça avec ces chiffres-là, on voit cette puissance des entreprises. Vous avez les États qui s'endettent par centaines de milliards tous les ans, et vous avez des entreprises qui font d'énormes bénéfices.
Et félicitations quand même à Berkshire Hathaway. Voilà, ça reste notre exemple à nous tous en tant que trader. Sur ce, super, je vais vous laisser. La clôture européenne est passée. Je vais pouvoir reprendre en toute sécurité ma petite vie de trader. Je vous souhaite, vous retrouve demain matin pour le Good Morning Trading. J'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. On aura une chaque jour sur un thème comme ça, qui tombera, je sais pas du tout à l'avance, mais moi ça me plaît de faire ça. Et puis ça me détend et ça me permet de pas faire une connerie en bourse, qui est l'essentiel. Sur ce, à ce soir, enfin plutôt à demain, 8h30. Ciao!